Les orgues grondaient. Leurs vibrations traversaient le sol de pierre froide de Saint-Georges. Béatrice se tenait cachée dans l'ombre du vestibule. Ses doigts étaient crispés jusqu'à en blanchir sur une unique rose fanée. À l'autel se tenait sa sœur. Elle était drapée dans la robe de soie faite sur mesure pour Béatrice. Elle se pavanait devant les aristocrates, venus la voir épouser l'homme promis à Béatrice. Puis le duc de Westmorland commença à remonter l'allée. Mais il ne regardait pas la mariée. Son regard a fendu l'église bondée et étouffante. Il s'est fixé sur les ombres et s'est arrêté. L'air de Saint George de Hanover Square était lourd. Il était chargé du parfum des lys écrasés et des parfums coûteux. Une douceur écœurante qui serrait la gorge de Béatrice. Elle se tenait près des lourdes portes en chêne. Elle était si fermement pressée contre le mur de plâtre froid qu'elle pensait pouvoir fusionner avec lui. Elle portait une simple robe prune délavée, le genre de vêtements qu'une gouvernante fatiguée porterait pour le service du dimanche. Totalement inappropriée pour un mariage mondain. Mais elle n'était pas là en tant qu'invitée. Elle était là comme un fantôme, le témoin de son propre effacement. Au bout de l'allée se tenait Charlotte. Sa jeune sœur était une vision en soie ivoire et en délicate dentelle. La robe captait la lumière qui filtrait à travers les vitraux, la transformant en une créature éthérée. Béatrice savait exactement quelle sensation la soie procurait sur la peau. Elle le savait parce que la robe avait été ajustée à son propre corps il y a à peine 3 semaines. La couturière avait piqué le pouce de Béatrice en épinglant l'ourlet. Elle avait laissé une goutte de sang microscopique sur la doublure intérieure. Charlotte n'en savait absolument rien. Béatrice laissa sa tête retomber contre le mur. La pierre était impitoyable. C'était un substitut approprié pour ses parents. La trahison n'avait pas été une explosion soudaine et dramatique. C'était un empoisonnement lent et insidieux de sa réalité, géré avec des sourires polis et des arguments logiques. Les fiançailles avec Arthur Pendleton, le duc de Westland, avaient été arrangées par procuration des mois auparavant. Le duc était connu pour être un reclus, un homme qui passait son temps à gérer ses vastes domaines dans le nord plutôt qu'à danser chez Almax. Il voulait une épouse calme et sensée. Lord Thomas Highsmith avait offert sa fille aînée, Béatrice. La dot avait été convenue, les contrats avaient été rédigés, puis le duc était arrivé en ville. Il était passé devant leur maison sur une jument noire, surpris par une averse soudaine. Béatrice était à la bibliothèque, comme d'habitude, mais Charlotte était à la fenêtre du salon. Charlotte avait vu un homme ni vieux ni flétri comme le suggéraient les rumeurs, mais un homme d'une stature saisissante, avec de larges épaules, des cheveux sombres et indisciplinés, et un profil aristocratique acéré. Soudain, un mariage tranquille avec un reclus du Nord ne semblait plus être un bannissement. Cela ressemblait à une conquête. La campagne avait commencé ce soir-là. Lady Margaret Highsmith avait acculé Béatrice dans sa chambre. Les mots résonnaient encore aux oreilles de Béatrice. Ils étaient enrobés d'une sollicitude maternelle qui masquait la cruauté sous-jacente. « Béatrice, ma chérie, tu dois être raisonnable. Tu n'as jamais aimé la campagne. Et le duc? Eh bien, il a besoin d'une duchesse qui puisse recevoir, qui puisse éblouir. Tu es si merveilleusement intelligente, mais il te manque l'éclat de Charlotte. » « Les contrats sont à mon nom, mère, » avait répondu Béatrice. Sa voix était remarquablement stable, malgré la sensation de froid glacial dans sa poitrine. « Les noms peuvent être modifiés. Ton père a déjà parlé aux avocats du duc. C'est un ajustement administratif mineur. Le duc veut simplement une épouse Highsmith. Il connaît à peine la différence entre vous deux. Il ne lui avait même pas demandé. Ils avaient simplement pris l'avenir qui lui était destiné et l'avaient transmis à l'enfant préféré. Charlotte avait pleuré, bien sûr. Elle feignait la culpabilité, tandis que ses yeux brillaient de triomphe. « Je ne pourrais pas supporter de te le prendre, Béa. Mais maman dit que c'est pour le bien de la famille. » Maintenant, la famille était assise sur les premiers bancs. Lord Thomas avait l'air suffisant. Il bombait le torse comme un fier pigeon. Lady Margaret versait de délicates larmes de crocodile dans un mouchoir en dentelle. Ils avaient obtenu exactement ce qu'ils voulaient. Une duchesse éblouissante pour fille, et une vieille fille calme et docile, laissée pour gérer les comptes du foyer. Béatrice changea de pied. Ses chaussures en cuir usé lui pinçaient les orteils. L'église était pleine à craquer. Le murmure des langues était un sifflement continu, comme des feuilles sèches traînées sur le pavé. Il savait. La société savait toujours. Il regardait la mariée.
Ils regardaient l'espace vide où la sœur aurait dû se tenir en tant que demoiselle d'honneur. Et ils en tiraient leurs conclusions vicieuses et ravies. Béatrice avait refusé de se tenir à l'autel. C'était son unique acte de rébellion. Elle ne tiendrait pas le bouquet de Charlotte. Elle ne sourirait pas. Elle se tiendrait au fond, dans l'obscurité, et regarderait le vol se produire au vu et au su de tous. Le chœur termina son hymne d'ouverture. Le silence qui suivit était lourd, plein d'attente. Le prêtre, un petit homme transpirant abondamment dans ses lourdes robes, s'éclaircit la gorge. Béatrice ferma les yeux très fort. Elle n'était pas triste. La tristesse impliquait la perte de quelque chose qu'elle avait aimé. Elle n'avait même jamais parlé au duc. Non, ce qu'elle ressentait était une colère profonde et suffocante. Une colère contre le monde, contre les règles qui dictaient que la valeur d'une femme se mesurait à la symétrie de son visage et à l'éclat de son sourire. Elle avait 24 ans. Trop vieille, disait-il. Trop ordinaire, trop prompte à la répartie. Charlotte avait 19 ans. Une rose en pleine floraison. Le monde s'efface devant les roses. Il piétine les épines. Un changement soudain dans l'atmosphère tira Béatrice de ses pensées. Les chuchotements cessèrent brusquement. Ce ne fut pas un fondu progressif. Ce fut une chute brutale, dans un silence absolu. Les lourdes portes sur le côté de l'autel s'ouvrirent en grand. Béatrice ouvrit les yeux. L'air sembla se raréfier, rendant la respiration difficile. Le duc de Westland était arrivé. Arthur Pendleton ne marchait pas comme un homme se rendant à son mariage. Il marchait comme un homme inspectant un champ de bataille. Il était impeccablement vêtu d'un manteau sombre et bien coupé qui accentuait la largeur de ses épaules. Mais il n'y avait rien de festif dans son attitude. Son visage était un masque de pierre sculptée. Ses yeux, d'un gris pâle saisissant, balayaient la congrégation avec une indifférence glaçante. Il n'avait pas l'air nerveux, il avait l'air profondément ennuyé. Il se dirigea vers l'autel d'un pas lent et délibéré. Le silence dans l'église était absolu. Il n'était rompu que par le claquement sec et rythmé de ses bottes contre le sol en marbre. Clic, clic, clic. Cela ressemblait à un compte à rebours. À l'autel, Charlotte ajusta sa posture. Elle releva le menton, lui offrant son plus beau, son plus angélique sourire. C'était le sourire qui lui avait valu toutes les babioles qu'elle avait jamais exigées. Lord Thomas rayonnait. Lady Margaret s'épongeait les yeux avec une vigueur renouvelée. Arthur s'arrêta au pied des marches de l'autel. Il se tenait parfaitement immobile. Il ne lui rendit pas son sourire. Béatrice observait depuis l'ombre, le souffle coupé. Quelque chose n'allait pas. La tension dans la pièce se déformait, se tordant en quelque chose de lourd et de dangereux. Le prêtre, sentant le malaise, s'avança en ouvrant son livre de prière. « Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu. »« Halte !» dit Arthur. Le mot ne fut pas crié. Il fut prononcé d'un baryton bas et résonnant qui porta sans effort jusqu'au fond de l'église. Mais il claqua comme un fouet. Le prêtre se figea, la bouche bée. La congrégation inspira brusquement, d'un seul souffle. Le sourire de Charlotte vacilla. Ses lèvres parfaitement peintes s'entr'ouvrirent de confusion. « Votre grâce » murmura-t-elle, sa voix tremblant à peine. Arthur ne regarda pas le prêtre. Il regarda enfin Charlotte, droit dans les yeux. Il étudia son visage, sa robe, le diamant qui scintillait à sa gorge. Son expression ne s'adoucit pas, elle se durcit. C'était le regard d'un homme qui avait acheté un pur sang et à qui on présentait un poney habillé de rubans. « Vous n'êtes pas Béatrice, dit-il. » La déclaration était plate. Dépourvu de toute question, les yeux de Charlotte s'écarquillèrent, traversés par une panique soudaine et brute. Elle regarda désespérément sa mère sur le premier banc. Lady Margaret se leva à moitié, son visage se vidant de toute couleur. « Votre grâce !» s'emporta Lord Thomas, sortant du banc. Sa voix était épaisse d'une jovialité forcée, une modification mineure des arrangements, comme mes avocats en ont informé les vôtres. Charlotte est notre cadette, un parti bien plus convenable, je vous l'assure. Béatrice est indisposée. Arthur tourna lentement la tête pour regarder Lord Thomas. Le mépris absolu dans les yeux pâles du duc fit physiquement reculer l'homme plus âgé. « Je n'ai pas accepté de modification mineure, Lord Highsmith, » dit Arthur. Sa voix baissa d'une octave, vibrant d'une menace calme et terrifiante. « J'ai signé un contrat pour Béatrice Highsmith. La femme qui a rédigé les addendas concernant les fermes des tenanciers dans les accords de mariage.
La femme dont l'écriture était précise et dont les exigences étaient brutalement pragmatiques. Il reporta son regard sur Charlotte, qui tremblait maintenant visiblement. « Je ne veux pas d'un parti convenable. Je ne veux pas d'une poupée de porcelaine vêtue de soie volée. » Charlotte laissa échapper un sanglot étranglé, reculant comme si elle avait été frappée. L'église éclata en une cacophonie de halètements et de chuchotements furieux. Lady Margaret poussa un cri et retomba sur son siège. Arthur les ignora tous. Il tourna le dos à l'autel. Il tourna le dos à la mariée, au prêtre et à toute l'élite de Londres assise au premier rang. Il commença à redescendre l'allée. Le cœur de Béatrice battait un rythme effréné contre ses côtes. Elle se pressa plus fort contre le mur, souhaitant que les ombres l'engloutissent tout entière. Il ne pouvait pas savoir qu'elle était là. Elle était invisible. Elle avait toujours été invisible. Mais les yeux d'Arthur ne balayaient pas la foule. Ils étaient fixés droit devant, sur l'arche sombre et en retrait du vestibule. Ils marchaient droit sur elle. Les invités se tournèrent sur leurs bancs, tendant le cou. Leurs yeux suivaient le chemin du duc. La mer de visage s'écarta, et soudain les ombres n'offrirent plus aucune protection. Béatrice était exposée, clouée sur place sous le regard collectif de 200 personnes et le regard intense et perçant d'Arthur Pendleton. Il s'arrêta à moins d'1 mètre d'elle. De près, il était encore plus imposant. Elle pouvait voir la légère barbe naissante le long de sa mâchoire, l'épuisement profond gravé autour de ses yeux et la tension rigide de ses épaules. Il baissa les yeux sur elle. Elle leva les yeux vers lui. Elle ne recula pas. Elle ne détourna pas le regard. Elle releva le menton, ses yeux sombres et sur la défensive. « Vous êtes Béatrice » affirma-t-il. « Je le suis » répondit-elle, sa voix remarquablement stable. Il jeta un coup d'œil à sa robe prune délavée, puis à la rose fanée, écrasée dans son poing. Ses lèvres tressaillirent. Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais les traits durs de son visage s'adoucirent infinitésimalement. « Votre famille a tenté de remplacer ma fiancée sans mon consentement, » dit Arthur. Sa voix était basse, destinée à elle seule, malgré le silence de mort de l'Église. Ils ont supposé que j'étais un imbécile qui se laisserait aveugler par un joli visage et la jeunesse. Ils ont supposé, dit sèchement Béatrice, que vous étiez un homme, et les hommes sont notoirement faciles à prévoir. Une véritable étincelle d'amusement brilla dans ses yeux gris. Je vous assure, mademoiselle Highsmith, que je suis très imprévisible. Je suis venu ici aujourd'hui pour la femme qui a débattu avec mes avocats de la rotation des cultures par courrier. Êtes-vous cette femme? Je le suis. Arthur tendit la main, paume vers le haut, ganté d'un gant blanc immaculé. Alors ne faisons pas perdre son temps au prêtre. Vous êtes la mariée pour laquelle j'ai négocié, la seule que j'accepterai. Béatrice fixa sa main. L'église retenait son souffle. Au début de l'allée, elle pouvait entendre son père bafouiller, sa mère se lamenter, la vie qu'elle avait connue. La misère silencieuse et ignorée de son existence l'attendait si elle refusait. Mais prendre sa main signifiait entrer dans le feu. Cela signifiait le scandale, la fureur et un mariage avec un étranger qui venait d'humilier sa famille devant le tout Londres. Béatrice regarda sa main, puis leva les yeux vers ses yeux pâles et intransigeants. Elle déplia lentement ses doigts, laissant la rose fanée tomber sur le sol de pierre. Elle posa sa main dans la sienne. Sa poigne était chaude, calleuse et inflexible. « Très bien, votre grâce », dit Béatrice en sortant de l'ombre. « Allons nous marier. » La remontée de l'allée prit exactement 42 pas. Béatrice les compta. Elle avait besoin de l'ancrage des chiffres pour empêcher son esprit de se briser. Ses chaussures en cuir usé raclaient doucement la pierre, un contraste saisissant avec le claquement militaire et sec des bottes du duc. Sa main restait fermement enroulée autour de la sienne. Il ne la traînait pas, ni ne la pressait. Il imposa un rythme mesuré et délibéré, forçant la congrégation à les regarder, à être témoin du moment exact où la plus grande ambition de la famille Highsmith s'effondrait en cendres. Lorsqu'ils atteignirent l'autel, le tableau du désastre était complet. Charlotte s'était effondrée sur la première marche. Elle enfouissait son visage dans un nuage de soie ivoire, pleurant à gros sanglots qui résonnaient sous le plafond voûté. Lady Margaret s'éventait frénétiquement, la poitrine soulevée comme si elle allait s'évanouir. Lord Thomas se mit sur leur chemin, son visage d'un pourpre marbré et dangereux. « Westmoreland, vous ne pouvez pas être sérieux » siffla Thomas. «
Il gardait la voix basse, mais vibrante de rage. « Vous tournez cette famille en ridicule. Ma fille en ridicule. » Arthur s'arrêta. Il lâcha la main de Beatrice, seulement pour glisser son bras en douceur autour de sa taille. C'était un geste possessif et territorial, qui envoya une décharge de chaleur à travers le tissu fin de sa robe prune. Vous avez tourné votre famille en ridicule au moment où vous avez falsifié un addenda de mariage pour m'appâter avec une enfant plus jeune et plus jolie, dit Arthur. Sa voix était d'un calme plat et mortel. Pensiez-vous vraiment que je ne le remarquerais pas? Ou avez-vous simplement supposé que mon intellect était aussi creux que le vôtre? Elle porte la robe, balbutia Thomas, en faisant de grands gestes vers Charlotte. L'évêque est là, les invités. Alors mariez-la à quelqu'un qui se soucie de la soie et des évêques, le coupa Arthur. Il tourna son attention vers le prêtre tremblant qui serrait son livre de prière comme un bouclier. Continuez, et je vous suggère de lire vite. Thomas ouvrit la bouche pour protester, mais le duc changea de poids, ses larges épaules se redressant. C'était un mouvement subtil, mais la menace de violence physique plana soudainement dans l'air. Lord Thomas déglutit difficilement, recula et s'affaissa sur le premier banc à côté de sa femme en pleurs. Béatrice monta à l'autel. L'endroit sentait encore le parfum de lys de Charlotte. Elle se tenait dans sa robe délavée, ses cheveux relevés en tresses sages et sans ornement, à côté d'un homme dégoulinant de richesse et de fureur silencieuse. Elle ne regarda pas ses parents. Elle regarda la balustrade de l'autel, se concentrant sur la peinture dorée écaillée de son bord. Le prêtre commença. Il sauta le sermon. Il sauta les hymnes. Il parcourut la liturgie à la vitesse frénétique d'un homme essayant d'échapper à une tempête. Quand vint le moment des vœux, Arthur se tourna vers elle. Ses yeux gris pâles scrutèrent son visage, cherchant une hésitation. Il n'en trouva aucune. Béatrice garda le menton haut. Sa voix ne vacilla pas lorsqu'elle promit d'honorer et d'obéir. Cela ressemblait moins à un vœu romantique qu'à un serment d'allégeance à un général rebelle. Avec cet anneau, dit Arthur, il n'avait pas les alliances de cérémonie des Highsmith. Lord Thomas serrait fermement la boîte de velours dans sa poche, refusant de la lui donner. Sans quitter Béatrice des yeux, Arthur porta la main à sa main droite et retira une lourde chevalière en or. Elle portait le blason des Westmond, un loup tenant une épée. Il la glissa à son annulaire. Elle était massive, froide et lourde. Elle flottait sur sa fine articulation. Elle ferma la main en poing pour l'empêcher de glisser. Le métal pressait sa paume, un poids solide et rassurant. « Je vous déclare mari et femme, » allaita le prêtre, « que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Il n'y eut pas de baiser. Arthur lui offrit simplement son bras. Elle le prit. Ils entrèrent dans la sacristie pour signer le registre. La lourde porte en chêne se referma derrière eux, coupant brusquement la tension suffocante du sanctuaire. Le silence dans la petite pièce était saisissant. Le greffier, un homme rubicond, aux doigts tachés d'encre, poussa le lourd registre vers eux. Arthur signa son nom de traits vifs et agressifs. Arthur Henry Pendleton, duc de Westland. Il lui tendit la plume. Béatrice fixa le parchemin. Sa main plana au-dessus de l'encrier. Elle avait été Beatrice Highsmith pendant 24 ans. Une déception silencieuse, une comptable, une vieille fille en attente. Elle trempa la plume. Elle pressa la plume sur le papier et écrivit avec la même écriture précise et pragmatique qu'elle utilisait pour les rotations de cultures agricoles. Beatrice Pendleton. Pas de regret? Demanda doucement Arthur. Il était appuyé contre le bord du bureau du greffier, l'observant attentivement. Le regret implique que j'avais quelque chose de valeur à perdre, répondit Beatrice en posant la plume. Elle se tourna pour le regarder. Je viens d'obtenir un titre, une fortune et une échappatoire à une mère qui mesure ma valeur à mon incapacité à jouer du pianoforte. Je suis tout à fait satisfaite. Un rire bref et sincère s'échappa de sa poitrine. Il transforma son visage, effaçant la froideur de ses traits et révélant quelque chose de décidément malicieux. Vous avez le sang-froid, duchesse. Je suis pragmatique, votre grâce. Bien, dit-il en se détachant du bureau. Parce que j'ai une voiture qui attend dans la ruelle. Je n'ai aucune intention d'assister au petit déjeuner fastidieux que votre père a organisé. Nous partons pour le Yorkshire, immédiatement. Béatrice cligna des yeux. Maintenant, je n'ai rien d'autre que la robe que je porte. Arthur jeta un coup d'œil à sa robe prune délavée. J'ai assez d'argent pour vous acheter 100 robes dans le Nord, ou aucune si vous préférez.
Laissez les haillons des Highsmith derrière vous. Vous n'en aurez pas besoin. Il ouvrit la porte arrière de la sacristie. L'air frais et humide de la ruelle londonienne les enveloppa. Une voiture sombre, sans armoirie, attendait sur les pavés. Un valet tenait déjà la portière. Béatatrice ne se retourna pas vers l'église. Elle serra le poing, gardant la lourde bague au loup bien en place sur son doigt, et sortit dans le froid. L'intérieur de la voiture sentait le cuir cher, la cire d'abeille et la laine humide. Le cliquetis rythmé des sabots des chevaux sur les pavés fut le seul son pendant la première heure de leur voyage hors de Londres. Béatatrice était assise raidement sur les coussins de velours, le dos parfaitement droit. Elle sentait la lourde chevalière glisser d'avant en arrière sur son doigt à chaque cahot de la voiture. Le choc de la matinée commençait à se dissiper, laissant derrière lui une prise de conscience froide et insidieuse de ce qu'elle avait fait. Elle était entièrement à la merci d'un étranger. Un étranger dont la colère venait de faire exploser la position sociale de toute sa famille. Arthur était assis en face d'elle, ses longues jambes étendues, occupant la majeure partie de l'espace au sol. Il avait jeté son manteau de cérémonie, le balançant négligemment sur le siège à côté de lui. Il ne portait plus qu'une chemise blanche impeccable et un gilet de couleur charbon. Il tenait une flasque en cuir dans une main, dévissant le bouchon en argent. Un verre, offrit-il en la lui tendant. Béatatrice regarda la flasque, puis son visage. Est-ce du whisky ou du poison? Sa bouche tressaillit. Du whisky. Bien que, vu la matinée que vous avez eue, le poison pourrait sembler attrayant. J'ai survécu à ma mère pendant 24 ans, dit-elle en tendant la main pour prendre la flasque. Je n'ai besoin d'aucune pitié, seulement d'alcool fort. Elle en but une gorgée. L'alcool brûla un chemin de feu dans sa gorge, se déposant avec une lourdeur chaude dans son estomac vide. Elle la lui rendit sans tousser. Arthur l'observait, ses yeux pâles, analytiques. Vous n'avez pas bronché quand ils ont essayé de faire défiler votre sœur à votre place. La plupart des femmes auraient pleuré, ou au moins fait une scène. Les scènes nécessitent un public qui s'en soucie, dit sèchement Béatatrice. Elle croisa les mains sur ses genoux. Ma famille a clairement montré sa préférence depuis la naissance de Charlotte, avec ses cheveux d'or et sa propension aux fossettes. Je n'étais que le porteur de la dot. Quand la dot a nécessité un joli visage pour l'accompagner, ils ont échangé l'actif. C'était une transaction commerciale, une transaction frauduleuse. Oui, mais vous avez rectifié cela, votre grâce. Arrêtez de m'appeler comme ça, dit Arthur en buvant une gorgée de la flasque. Il la reboucha et la jeta sur le siège à côté de son manteau. Si nous devons être mariés, vous m'appellerez Arthur. Nous ne tenons pas la cour à St. James. Je méprise les formalités. Béatatrice l'étudia. C'était un bel homme, mais pas à la manière polie et soignée des dandys de Londres que son père recevait. Il y avait une rudesse en lui, un côté dur et inflexible. Les rumeurs disaient qu'il avait passé des années à gérer les mines de charbon de ces domaines du Nord directement, plutôt que par l'intermédiaire d'intendants. En regardant les callosités sur ses mains, elle le crut. Très bien, Arthur. Elle testa le nom. Il semblait étrange sur sa langue, intime. Pourquoi l'avez-vous fait? Il haussa un sourcil. Pourquoi j'ai humilié votre père? Non. Pourquoi m'avez-vous choisi? Béatatrice se pencha légèrement en avant. Vous auriez pu quitter cette église. Vous auriez pu annuler le contrat, poursuivre mon père pour rupture d'accord et les ruiner complètement. Vous n'étiez pas obligé de prendre ma main. Arthur resta silencieux un long moment. Il regarda par la fenêtre striée de pluie, observant les faubourgs ternes de Londres laisser place à des champs ouverts. La lumière grise projetait des ombres vives sur ses pommettes. Il y a 3 semaines, commença-t-il doucement, son regard toujours fixé sur le paysage qui défilait. Votre père a envoyé les versions finales des accords de mariage. Dans le colis se trouvaient les registres des fermes des tenanciers des Highsmith. Il les a présentés comme preuve des compétences de gestion de votre famille. L'estomac de Béatatrice se noua. Je tenais ces registres. Je sais. Arthur tourna la tête pour la regarder. L'écriture de votre père est un gribouillage tentaculaire et illisible. La vôtre est précise. Mais ce n'est pas l'écriture qui a attiré mon attention. C'étaient les marges. Béatatrice sentit une bouffée de chaleur lui monter aux joues. Elle était méticuleuse avec les chiffres, mais les marges étaient l'endroit où elle débattait avec elle-même, où elle notait des théories, des critiques des pratiques agricoles actuelles et des observations cinglantes
sur le refus de son père d'investir dans des systèmes de drainage. « Vous avez lu les marges » murmura-t-elle, une soudaine pointe de vulnérabilité perçant son armure. « J'ai lu un essai très approfondi et brillamment argumenté dans les marges des Contes d'Avril. Il détaillait pourquoi la méthode de l'assolement quadriennal échouait dans les sols argileux, dit Arthur, un léger sourire aux lèvres. J'ai lu votre note indiquant explicitement que l'insistance de Lord Thomas à planter du blé dans la vallée basse est un exercice d'une idiotie spectaculaire. J'ai lu votre calcul de la perte de rendement. » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, réduisant la distance entre eux dans la petite voiture. Ses yeux pâles se fixèrent sur les siens, balayant les faux semblants de la société, du devoir, du genre. « J'ai besoin d'une partenaire, Béatatrice, » dit Arthur, sa voix baissant à un grondement bas et intense. « Westmond n'est pas un domaine de salon. Il est immense, il est exigeant, et il est en train de s'effondrer sous le poids de traditions archaïques. Je le démolis jusqu'aux fondations pour le reconstruire. Je ne veux pas d'une hôtesse de la haute société qui se soucie de la couleur des rideaux du salon. Je veux la femme qui comprend que le sol argileux nécessite un drainage différent. » Béatatrice le dévisagea. Pour la première fois de sa vie, un homme ne regardait pas son visage ordinaire, ses cheveux bruns boueux ou son absence de fossettes. Il regardait son esprit, et il le trouvait précieux. Une soudaine et vive pointe de larmes menaça le fond de ses yeux. Elle déglutit difficilement, refusant de les laisser couler. Elle n'était pas Charlotte. Elle ne pleurait pas. « Si je dois gérer vos domaines, » dit Béatatrice, forçant sa voix à rester stable, froide, pragmatique. « J'exige un accès complet au compte. Je ne tolérerai pas que mes décisions soient remises en question par des intendants simplement parce que je porte des jupes. D'accord. Et je ne serai pas exhibé à Londres pour la saison. J'ai eu ma dose du tout Londres pour toute une vie. Vous n'aurez plus jamais à voir Londres si vous ne le souhaitez pas. » Béatatrice baissa les yeux sur l'énorme bague en or à sa main, le loup tenant l'épée. Elle prit une profonde inspiration, laissant l'air froid de sa nouvelle réalité remplir ses poumons. « Alors nous avons un accord, Arthur. » Il tendit la main et tapota doucement ses articulations contre son genou. Un bref point de contact saisissant. « Nous avons un accord, Duchesse. Maintenant, essayez de dormir un peu. Le nord est très loin d'ici. Le voyage vers le nord dura 3 jours brutaux et éreintants. Les briques et le smog tentaculaire de Londres cédèrent lentement la place à des pâturages verdoyants, qui se transformèrent finalement en l'épine dorsale dure et déchiquetée des landes du Yorkshire. Au moment où la voiture quitta enfin la route principale, la pluie s'abattait contre les fenêtres en violentes nappes horizontales. Béatrice était assise, enveloppée dans l'une des lourdes capes de cheval en laine d'Arthur. Sa robe prune était désespérément froissée, tachée de boue à l'ourlet à cause des auberges, et sentant légèrement le cheval humide. Elle ne ressemblait en rien à une duchesse. Elle se sentait remarquablement elle-même. « Ashcraft-Toft, » dit Arthur. Sa voix était rauque de sommeil. Il montra la fenêtre. Béatatrice essuya la condensation sur la vitre. Le domaine ne ressemblait pas aux élégantes demeures palladiennes que son père admirait dans le sud. Ashcraft-Toft était une forteresse. Elle était construite en pierre sombre et brute, se dressant obstinément contre le vent sur une crête de terre. Il n'y avait pas de jardin de taupières manucurées, pas de fontaine délicate. Il n'y avait que la vaste et impitoyable étendue des landes s'étendant derrière elle, d'un violet et d'un gris meurtri sous la tempête. « Il manque des colonnes », nota Béatatrice, son souffle embuant à nouveau la vitre. « Les colonnes sont pour les hommes qui n'ont pas à s'inquiéter des vents d'hiver qui arrachent le toit », répondit Arthur. Il bougea, roulant ses épaules pour soulager la raideur du voyage. Il y a des courants d'air. La plomberie est capricieuse, et le voisin le plus proche est à 7 miles de là. Vous peignez un tableau bien sombre, Arthur. Je peins un tableau honnête. Je vous ai dit que j'avais besoin d'une partenaire, pas d'un ornement. Ashcraft-Toft détruit les ornements. La voiture s'arrêta brusquement dans la vaste cour de gravier. Une lourde porte en chêne s'ouvrit avant même que le valet ait eu le temps d'abaisser les marches. La lumière se déversa sous la pluie torrentielle, encadrant les silhouettes du personnel de maison qui attendait. Arthur n'attendit pas de parapluie. Il sortit sous l'averse et se retourna, offrant sa main à Béatatrice. Elle la prit, ignorant les flaques qui trempaient ses fines chaussures en cuir, et le laissa la tirer vers l'entrée. Ils franchirent le seuil,
entrant dans un hall d'entrée caverneux, dominé par une immense cheminée en pierre. Une rangée de domestiques se tenait au garde-à-vous. Ils portaient des livrées pratiques en laine épaisse, dépourvus des galons d'or et des perruques poudrées que Béatrice avait l'habitude de voir à Londres. En tête de file se tenait une femme grande et osseuse, aux cheveux gris acier, tirés en arrière si fermement que cela semblait douloureux. Arthur se débarrassa de son manteau trempé, le tendant à un valet qui attendait. « Madame Hessing », il s'était adressé à la femme aux cheveux gris. « Voici la duchesse de Westmoreland, ma femme. » Les yeux de Madame Hessing se posèrent sur Béatrice. La gouvernante observa la robe prune délavée et humide, les cheveux décoiffés et l'absence notable d'une femme de chambre à sa suite. Il y eut une lueur de profonde confusion dans les yeux de la femme, rapidement masquée par un stoïcisme professionnel. Elle s'enfonça dans une profonde révérence. « Bienvenue à Ashcraft-Oft, votre grâce. »« Merci, Madame Hessing, » dit Béatrice. Sa voix était stable, portant sans effort à travers le hall résonnant. « J'aurais besoin d'un bain chaud et d'une théière de thé noir extrêmement fort, sans sucre. » Madame Hessing cligna des yeux. Les dames de Londres demandaient généralement des sels et une chambre sombre après un voyage de cette longueur. « Tout de suite, votre grâce. Dois-je faire envoyer un plateau dans la suite principale? »« Non, » intervint Arthur. « Faites-le envoyer au bureau du domaine. » Le sang-froid de la gouvernante finit par céder. Sa mâchoire s'affaissa une fraction de seconde. « Le bureau, votre grâce? Vous m'avez entendu. » Arthur se tourna vers Béatrice. « Je suppose que vous voulez voir les registres avant de dormir. » Béatrice sentit un frisson soudain et vif lui parcourir les veines. L'épuisement qui pesait sur ses os disparut, remplacé par une concentration cristalline. Elle regarda son nouveau mari. Il ne la testait pas. Il lui passait les rênes. « Montrez-moi le chemin, » dit-elle. Le bureau du domaine était niché dans l'aile ouest. Il sentait le tabac, le vieux papier et la poussière de charbon. Les murs étaient tapissés du sol au plafond de classeurs en bois et de bibliothèques pleines à craquer. Au centre de la pièce se trouvait un immense bureau en acajou, enseveli sous des montagnes instables de parchemins, de cartes enroulées et de livres reliés en cuir. Arthur passa devant le bureau et désigna une table en chêne plus petite, légèrement abîmée, près de la fenêtre. « C'est la vôtre. Le système de classement est un désastre. L'ancien intendant est mort d'apoplexie il y a 3 mois, et j'ai tenté de démêler son gâchis entre 2 voyages aux mines. C'est un cauchemar. » Béatrice entra lentement dans la pièce. Elle fit glisser ses doigts le long du bord de son bureau désigné. Il y avait un buvard neuf, une rangée de plumes fraîchement taillées et un encrier propre. Elle se retourna. Arthur se tenait près de la cheminée, l'observant avec le même regard intense et analytique qu'il lui avait lancé dans l'église. « Vous le pensiez vraiment ?» dit doucement Béatrice. « Vous ne m'avez pas épousé juste pour contrarier mon père. Contrarier votre père n'était qu'un avantage secondaire, » dit Arthur. Il se dirigea vers le bureau en acajou, prit un grand registre épais et menaçant, relié en cuir rouge craquelé, et le laissa tomber sur sa table en chêne. Le bruit sourd souleva un nuage de poussière. « Ce sont les dépenses trimestrielles pour les fermes des tenanciers du Nord, dit-il. Les chiffres ne correspondent pas. Ils ne correspondent plus depuis 1823. Découvrez pourquoi. » Béatrice fixa le cuir rouge craquelé. Ce n'était pas un bouquet de roses. Ce n'était pas une parure de diamants. C'était un problème massif et chaotique. C'était un défi. Elle leva les mains et commença à retirer les épingles humides de ses cheveux. « J'aurais besoin d'une meilleure lampe, » dit-elle en tirant la chaise en bois. « Et dites à Madame Hessing de laisser la théière. Je vais en avoir besoin en entier. » La bouche d'Arthur s'étira en un sourire lent et acéré. « Bienvenue chez vous, Béatrice. » 1 mois passa. La robe prune fut brûlée dans l'incinérateur de la cuisine. Elle fut remplacée par une garde-robe de lourdes robes de laine dans des teintes pratiques de marine, de charbon et de vert forêt profond. Les mains de Béatrice étaient en permanence tachées d'encre. Elle avait complètement cessé de porter des gants, les trouvant une barrière irritante lorsqu'elle fouillait dans des décennies de registres de propriétés mal entretenus. Ashcraft-Oft n'était pas un domaine tranquille. C'était une machine fonctionnant au charbon, à la laine et à l'agriculture des tenanciers. Et la machine gémissait actuellement sous le poids de l'inefficacité. Béatrice et Arthur passaient 12 heures par jour dans le bureau, séparés par 1 mètre d'espace et un mur implacable de paperasse.
Il parlait rarement d'autre chose que des rendements des cultures, des machines minières et des litiges contractuels. C'était une lune de miel farouchement peu romantique. C'était exactement ce que Beatrice avait voulu, jusqu'à l'arrivée de M. Henderson. Henderson était l'intendant en chef des fermes de la vallée inférieure. Un homme aux larges épaules, au visage rubicond et à la conviction profonde que les femmes appartenaient strictement au salon. Pendant 3 semaines, il avait ignoré les directives écrites de Beatrice concernant le drainage des champs de sol argileux, envoyant ses rapports directement sur le bureau d'Arthur. Arthur les jetait simplement, sans les lire, sur la table de Beatrice. Finalement, le conflit atteignit un point de rupture. C'était un mardi après-midi. Le ciel extérieur était d'un gris meurtri et menaçant. Beatrice était penchée sur une immense carte étalée sur la table de dessin centrale, traçant la topographie avec un crayon de fusain, quand Henderson fit irruption dans le bureau. Ses bottes laissaient des traces de boue sur le tapis turc. « Votre grâce » aboya Henderson, s'adressant à Arthur, qui était assis près du feu, examinant un contrat minier. « Je dois protester. Je viens de recevoir un ordre du bureau interrompant la plantation de blé d'hiver dans le quadrant sud. » Arthur ne leva pas les yeux de ses papiers. « Vraiment? Oui, cela n'a aucun sens. Les hommes sont prêts. Les semences sont achetées. » Henderson bomba le torse. « Je gère ce quadrant depuis 20 ans. Avec tout mon respect, une dame de Londres ne comprend pas les réalités du sol du Yorkshire. » Beatrice posa son crayon de fusain. Il fit un clic sec contre le bois. Elle se tourna lentement. Elle n'éleva pas la voix. Elle ne bomba pas le torse. Elle le regarda simplement avec le regard froid et impassible qu'elle avait perfectionné pendant 24 ans à être ignoré par sa famille. « Monsieur Henderson, » dit doucement Beatrice, « approchez-vous de la table. » Henderson se hérissa, cherchant le salut auprès d'Arthur. Arthur baissa enfin son contrat. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, croisant une cheville sur son genou. « Vous avez entendu la duchesse. Allez à la table, Henderson. » À contre-cœur, l'intendant s'approcha. Beatrice tapota la carte. « Voici le cadran sud, » dit-elle, sa voix sèche et précise. « Il se situe à la base d'un bassin naturel. Depuis 20 ans, vous plantez du blé d'hiver ici, et depuis 20 ans, selon les registres, vous avez perdu 30% de votre rendement à cause de la pourriture des racines. Pourquoi? » Henderson rougit de colère. « C'est la volonté de Dieu. Les dégels de printemps sont rudes. » « Ce n'est pas la volonté de Dieu, Monsieur Henderson. C'est la volonté de la gravité. » Beatrice tira un registre de la pile à côté d'elle et le claqua ouvert sur la carte. « Vous plantez une culture intolérante à l'eau dans un sol composé à 60% d'argile au fond d'une pente. Vous noyez les racines. J'ai arrêté la plantation parce que j'ai ordonné l'installation d'un drainage par tranchée profonde la semaine prochaine, suivi d'une culture de couverture de trèfle pour fixer les niveaux d'azote que vous avez systématiquement épuisés. » Henderson la dévisagea, la bouche s'ouvrant et se fermant comme une truite hors de l'eau. « Du trèfle? On ne peut pas vendre du trèfle au marché. Non, mais vous pouvez le donner au bétail, réduisant ainsi les frais d'alimentation hivernale de 15%, ce qui compensera le coût du drainage en 2 saisons. » Beatrice ferma le registre d'un coup sec. « Vous arrêterez le blé. Vous préparerez les hommes pour le creusement des tranchées. Si vous ne pouvez pas suivre ces instructions, je trouverai un intendant qui sait lire une carte topographique. Sommes-nous clairs? » La pièce tomba dans un silence de mort. Le seul son était le crépitement du feu dans l'âtre. Henderson avait l'air complètement anéanti. Il tourna lentement la tête pour regarder Arthur, un appel silencieux à une intervention masculine. Arthur se leva. Il se dirigea vers la table, dominant l'intendant plus petit. Il n'avait pas l'air en colère. Il avait l'air profondément satisfait. « Ma femme vous a posé une question, Henderson, » dit Arthur, sa voix baissant à un grondement bas et dangereux. « Sommes-nous clairs? » L'intendant déglutit difficilement, son visage se vidant de toute couleur. « Oui, oui, votre grâce. Très clair. » Il recula de la table, se précipitant presque vers la porte. « Je vais m'occuper des hommes. » La porte se referma derrière lui. Beatrice expira, un souffle tremblant qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. C'était la première fois qu'elle exerçait ouvertement le pouvoir de son titre. C'était enivrant et terrifiant. Elle baissa les yeux sur ses mains. Elle tremblait légèrement. Elle s'agrippa au bord de la table pour les stabiliser. Soudain, la main d'Arthur recouvrit la sienne. Sa paume était chaude,
lourde et rugueuse. Il ne retira pas sa main de la table. Il l'ancra simplement. Béatrice se figea. Ils avaient vécu dans les poches l'un de l'autre pendant 1 mois, leurs esprits parfaitement synchronisés. Mais leur contact physique s'était limité à se passer des dossiers et au frôlement accidentel des épaules dans les allées étroites du bureau. Elle leva les yeux. Arthur se tenait très près. Le ton sarcastique et réservé qu'il arborait habituellement avait disparu. Ses yeux pâles étaient sombres, suivant les taches de fusain sur ses doigts avant de rencontrer son regard. « Vous avez été magnifique, dit-il doucement. » La gorge de Béatrice s'assécha. L'intensité pure de sa voix rendit l'air de la pièce soudainement rare. J'étais logique. Les chiffres soutenaient mon argument. Au diable les chiffres. Arthur se rapprocha, son pouce caressant lentement ses articulations, traçant la lourde crête dorée de sa chevalière qui pendait toujours à son doigt. Je vous ai regardé démanteler un homme de 2 fois votre âge, sans élever la voix. Vous avez défendu cette terre comme si vous y étiez né. J'en suis responsable, murmura-t-elle, extrêmement consciente de la chaleur qui émanait de sa poitrine. J'ai prêté serment. J'ai signé un registre. Vous avez signé un registre de mariage, Béatrice. Arthur leva sa main libre. Il ne toucha pas son visage. Au lieu de cela, il prit une mèche de cheveux rebelles qui s'était échappée de sa tresse sage, la glissant doucement derrière son oreille. Le frôlement de ses articulations contre sa joue envoya une décharge électrique le long de sa colonne vertébrale. « J'ai acheté une partenaire, » murmura Arthur, son regard tombant sur sa bouche. « Mais je pense que Dieu me vienne en aide, que j'ai trouvé une épouse. » L'air dans le bureau ne se refroidit pas après cet après-midi. Il ne fit que s'épaissir. Béatrice ne se recula pas quand Arthur lui toucha le visage. Elle tint bon, son cœur battant un rythme frénétique et erratique contre ses côtes. Mais quand Madame Hessing frappa vivement à la porte un instant plus tard pour annoncer le dîner, le charme se rompit. Ils reculèrent. Ils retournèrent à leurs bureaux respectifs. Ils mangèrent dans la salle à manger caverneuse, séparés par la longueur d'une table en acajou, discutant du prix du bois. Pourtant, la géométrie de leur mariage avait changé de manière irréversible. Le mètre d'espace qui les avait séparés dans le bureau s'érodait lentement. Arthur commença à examiner sa correspondance, debout derrière sa chaise, une main reposant lourdement sur le dossier. Quand elle tendit la main pour un registre sur une étagère haute, il fut soudain là, sa poitrine frôlant son épaule alors qu'il le descendait pour elle. C'était un siège angoissant et délibéré de son espace personnel. C'était un homme habitué à user la pierre pour atteindre le charbon. Il appliquait la même patience implacable à sa femme. Béatrice se retrouva hyper consciente de lui. Elle remarqua la nuance exacte de ses yeux quand il était en colère ou amusé. Elle catalogua son odeur, fumée de bois, air froid, et quelque chose de distinctement masculin et rassurant. Pendant 24 ans, sa survie avait dépendu du fait de passer inaperçue. Maintenant, elle était au centre d'une attention très dangereuse et très concentrée. 3 semaines après l'incident avec Henderson, l'hiver frappa les Landes avec une force brutale et implacable. Béatrice était dans la bibliothèque, une immense pièce au rez-de-chaussée qui sentait le cuir en décomposition et la pierre humide. Elle était blottie dans un fauteuil à oreilles près du feu, examinant une liste de réparations pour les cottages des tenanciers. Les lourdes portes en chêne grincèrent en s'ouvrant. Arthur entra. Il était couvert d'une fine couche de neige blanche, ses joues rougies par le froid. Il portait un plateau d'argent avec 2 verres et une carafe de liquide ambré foncé. Le postier est passé avant que les routes ne gèlent, dit Arthur en posant le plateau sur la table basse entre eux. Il versa 2 mesures de whisky. Il lui en tendit une. Béatrice prit le verre, la chaleur de ses doigts s'attardant contre les siens. Y a-t-il des nouvelles du Sud? Il y a toujours des nouvelles du Sud, principalement ennuyeuses. Arthur s'assit dans le fauteuil en face d'elle, étirant ses longues jambes vers l'âtre. Il plongea la main dans la poche intérieure de son manteau et en sortit un épais carré de parchemin. Les bords étaient abîmés par le voyage, mais le sceau de cire était intact. C'était le blason des Highsmith. Béatrice fixa la cire rouge. Son estomac se serra, une angoisse froide et lourde s'installant dans ses veines. Pendant 2 mois, Londres avait cessé d'exister. Elle avait construit une forteresse de registres, de boue et de charbon, et elle s'était sentie en sécurité. Maintenant, le fantôme de son passé était assis sur la table.
Arthur ne la lui tendit pas immédiatement. Il la tenait entre ses doigts, ses yeux fixés sur son visage, lisant la tension soudaine dans sa mâchoire. « Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, » dit-il doucement. « Je peux la jeter au feu. Nous pouvons prétendre qu'elle s'est perdue dans les congères. » Beatrice regarda les flammes. Ce serait si facile, mais elle n'était plus une jeune fille effrayée se cachant dans un vestibule. Elle était la femme qui avait mis à genoux un intendant rebelle. « Donnez-la-moi, dit-elle. » Arthur lui tendit la lettre. Beatrice brisa le sceau. L'écriture était celle de son père, un gribouillage frénétique et étalé qui puait le désespoir. Elle la lut en silence. Le feu crépitait et sifflait dans l'âtre. Quand elle eut fini, elle plia soigneusement le parchemin en deux et le posa sur la table. Elle prit son whisky et en but une gorgée lente et brûlante. « Alors ?» demanda Arthur, sa voix soigneusement neutre. « Il semble que ma famille ne profite pas de la saison mondaine, » dit sèchement Beatrice. Elle fixa le liquide ambré dans son verre. Les retombées du mariage ont été totales. La société ne pardonne pas une humiliation publique de cette ampleur. Quand vous êtes parti, le tout Londres a supposé que ma famille avait commis une offense impardonnable, ce qui, techniquement, était le cas. Et Charlotte? Elle est ruinée, déclara Beatrice, ressentant un étrange vide, sans triomphe. Aucune famille respectable ne les recevra. Les invitations se sont taries. Lord Abernathy a retiré la demande en mariage de son fils. Les créanciers de mon père, sentant le sang dans l'eau, réclament leurs dettes. Ils risquent la faillite d'ici le printemps. Le visage d'Arthur resta un masque de pierre sculpté. Et que demande-t-il? Il ne demande pas. Il supplie. Beatrice leva les yeux, son regard dur. Il veut que j'invite Charlotte à Ashcraft pour l'hiver. Il croit que si le duc et la duchesse de Westland l'accueillent publiquement, cela signalera une réconciliation. Cela réparera sa réputation et apaisera les créanciers. Il veut utiliser votre titre pour nettoyer le gâchis qu'il a fait en essayant de vous le voler. Oui. Arthur but une gorgée de son whisky. Il n'avait pas l'air en colère. Il ressemblait à un homme évaluant une frappe tactique. Que voulez-vous faire, Beatrice? Je veux qu'ils gèlent dans le lit qu'ils ont fait. Les mots sortirent de sa bouche avant qu'elle ne puisse les censurer, vifs et chargés de 24 ans de venin. Elle serra la mâchoire, honteuse de la laideur brute et soudaine de sa voix. Elle détourna le regard, fixant le feu. « Je devrais être une meilleure personne. Je devrais leur pardonner. C'est ma sœur. C'est une parasite qui a porté votre robe de mariée. » corrigea doucement Arthur. Beatrice ferma les yeux. « Si je les abandonne, mon père perdra la maison de ville. Ils devront se retirer à la campagne en disgrâce. Ils survivront. Vous avez survécu à pire sous leur garde. » Arthur se pencha en avant. Il tendit la main à travers le petit espace entre eux et prit doucement le lourd verre de cristal de sa main, le posant sur la table. Il prit ses doigts tachés d'encre dans les siens. « Écoutez-moi, » ordonna-t-il doucement. Beatrice ouvrit les yeux. « Vous ne leur devez rien. Ni votre grâce, ni votre titre, et certainement pas votre tranquillité d'esprit. Cette maison est la vôtre. Je ne la laisserai pas être infectée par des gens qui vous ont fait sentir petite, mais le choix vous appartient. Quelle que soit votre décision, je la ferai respecter. » Beatrice regarda ses mains, tenant les siennes avec une force si prudente et délibérée. Elle regarda la lettre pliée sur la table, puis elle prit le parchemin et le jeta directement dans les flammes. Le papier se recroquevilla, noircit et se transforma en cendres. « Je n'ai pas de sœur, » dit Beatrice. Ils n'attendirent pas de réponse. 2 semaines plus tard, une voiture de location se traîna dans l'allée glacée d'Ashcraft. Beatrice était dans le bureau du domaine quand les lourdes portes en chêne du hall d'entrée s'ouvrirent en claquant. Elles furent immédiatement suivies par le son strident et reconnaissable de la voix de Lady Margaret résonnant sur les murs de pierre. Beatrice se figea, sa plume planant au-dessus d'une colonne de chiffres. Arthur, qui se tenait près de la fenêtre examinant la carte d'un arpenteur, baissa lentement le parchemin. Le muscle de sa mâchoire tressaillit. « Restez ici, » dit-il en se dirigeant vers la porte. « Non. » Beatrice se leva. La chaise racla bruyamment contre le plancher. Elle lissa le devant de sa jupe de laine sombre. Son cœur battait frénétiquement, un oiseau piégé dans sa poitrine, mais ses mains étaient parfaitement stables. « Ce sont mes fantômes. Je les exorciserai. » Ils entrèrent ensemble dans le hall d'entrée. La scène était chaotique.
Madame Hessing se tenait comme une sentinelle de pierre au pied du grand escalier, flanquée de 3 valets massifs. Au centre du hall se tenait Lord Thomas, le visage pourpre de froid et d'indignation, et Lady Margaret, serrant une Charlotte en pleurs. Charlotte avait l'air terrible. La chérie aux cheveux d'or de la société londonienne était pâle, ses yeux bordés de rouge et gonflés. Sa coûteuse cape de voyage en velours était ruinée à l'ourlet par les routes boueuses et enneigées. Quand ils virent Béatrice et Arthur sortir du couloir, les pleurs cessèrent brusquement. Lord Thomas s'avança, bombant le torse dans une pathétique démonstration d'autorité. « Westmond, Béatrice. Nous n'avons reçu aucune réponse à ma lettre. Nous avons supposé que le courrier s'était perdu dans les tempêtes. »« Le courrier ne s'est pas perdu, père, » dit Béatrice. Sa voix était d'un calme terrifiant. Elle résonna dans le hall caverneux, froide et tranchante comme la glace à l'extérieur. Il a été brûlé. Lord Thomas tressaillit. Lady Margaret laissa échapper un hoquet théâtral, se tenant la poitrine. « Béatrice, comment peux-tu être si cruelle? Ta sœur souffre. Nous avons voyagé pendant des jours par ce temps maudit. Personne ne vous a demandé de voyager, » intervint Arthur. Il n'éleva pas la voix, mais le poids écrasant de son ton réduisit instantanément Lady Margaret au silence. Il se tenait légèrement derrière Béatrice, une ombre massive et menaçante de violence. « Vous êtes sur ma propriété sans y être invité. » Charlotte sortit de sous le bras de sa mère. Elle regarda Béatrice. Pour la première fois de sa vie, Charlotte ne regardait pas sa sœur aînée de haut. Elle la regardait de bas. « Béa, s'il te plaît, » murmura Charlotte, sa lèvre inférieure tremblant. La performance était impeccable, affinée par des années à obtenir exactement ce qu'elle voulait. Je suis ruiné. Les hommes qui dansaient avec moi ne me regardent même plus dans la rue. Tu as tout. Tu as le titre, la richesse, le mari. Ne peux-tu pas partager une fraction de ta pitié? Béatrice regarda la jeune fille dans la cape de velours ruinée. Elle chercha dans sa propre poitrine une lueur de sympathie, la culpabilité fraternelle ancrée qui avait gouverné sa vie pendant 2 décennies. Elle ne trouva absolument rien. « Tu ne voulais pas de ma pitié, Charlotte, » dit doucement Béatrice. « Tu voulais ma vie. Tu as mis ma robe. Tu t'es tenue à mon hôtel. Et tu as souri en essayant de voler mon avenir. Tu ne veux ma pitié que maintenant, parce que ton vol a échoué. » Le visage de Charlotte se tordit. Le masque de la victime affligée glissa, révélant l'enfant gâté et vicieuse en dessous. « Ce n'est pas juste. Tu as toujours été destinée à être une vieille fille. Tu es ordinaire et ennuyeuse et... »« Et je suis la duchesse de Westland, » interrompit Béatrice, sa voix claquant comme un fouet. « Et vous êtes dans ma maison. » Le silence qui suivit fut absolu. Lord Thomas ouvrit la bouche, puis la referma, lisant l'expression létale sur le visage d'Arthur. Les valets changèrent de pied, attendant l'ordre de faire sortir physiquement les intrus. « Vous avez 5 minutes pour retourner à votre voiture, » dit Béatrice, ses yeux fixés sur son père. « Si vous n'êtes pas hors des terres d'Ashcraftoft dans 1 heure, je ferai en sorte que les gardes-chasse vous expulsent. Et si jamais vous m'écrivez à nouveau, j'achèterai vos dettes et je vous jetterai personnellement dans une prison pour dettes. Dehors. » Elle n'attendit pas de les voir partir. Elle tourna les talons et retourna vers le bureau. Elle réussit à entrer, fermant la lourde porte derrière elle avant que ses genoux ne cèdent finalement. Elle ne tomba pas. Arthur la rattrapa. Il fut là à l'instant où la porte se ferma, ses bras s'enroulant autour de sa taille, l'attirant contre sa poitrine. Béatrice enfouit son visage dans son cou, tout son corps tremblant violemment. La chute d'adrénaline fut brutale, déchirant son système nerveux comme une voiture emballée. Elle ne pleurait pas. Elle était juste brisée. Les dernières chaînes de son passé se brisant violemment. « Respire » murmura Arthur contre ses cheveux, ses mains massives s'étalant sur son dos. « Là maintenant ensemble. Tu es en sécurité. Je te tiens. Ils sont partis. Je les détestais, » murmura-t-elle férocement contre sa peau, ses doigts se tordant dans le tissu de son gilet. « Je les ai regardés, et je n'ai ressenti que de la haine. »« Cela fait de moi exactement comme eux. »« Non, » dit Arthur, reculant juste assez pour la forcer à le regarder. Ses yeux étaient féroces, brûlant d'un feu sombre et possessif. « Cela vous rend farouchement protectrice de ce qui est à vous. Cela fait de vous une survivante. » Il ne lui laissa pas le temps de protester. Il leva les mains, encadrant son visage, ses pouces balayant ses pommettes. Puis il l'embrassa.
Ce n'était pas un baiser doux et poli. C'était désespéré, ancré et intensément réel. Il avait le goût du whisky et de l'adrénaline. Béatrice émit un petit son brisé au fond de sa gorge et lui rendit son baiser. Sa main glissa sur sa poitrine pour s'agripper au revers de son manteau. Elle déversa 24 ans de négligence, de colère et d'une dévotion soudaine et terrifiante dans ce baiser. Arthur gémit, la faisant reculer jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte la lourde porte en chêne. Il la cloua là, sa bouche exigeante, son corps pressé contre le sien, lourd, chaud et indéniablement solide. Il n'y avait plus d'hésitation. L'arrangement commercial avait été réduit en cendres dans le couloir. Ce qui restait était un besoin brut et non filtré. Il rompit le baiser, tous deux respirant lourdement. L'air dans le bureau froid devint soudainement épais et suffocant. Béatrice, allaita-t-il, son front contre le sien. Dis-moi d'arrêter, ou je vais verrouiller cette porte et ruiner cette robe. Elle leva les yeux vers ses yeux pâles et brûlants. Elle tendit la main, trouvant la lourde clé en fer dans la serrure de la porte derrière son dos. Elle la tourna, le verrou s'enclencha. « Ruinez-la » murmura-t-elle. Le printemps arriva dans le Yorkshire, non pas avec de délicates fleurs, mais avec un dégel violent et boueux. Les landes se transformèrent en une étendue traîtresse de tourbières et de ruisseaux tumultueux. À Londres, c'était la saison des ombrelles en soie et des promenades en calèche dans Hyde Park. À Ashcraft, c'était la saison de la boue. Béatrice aimait la boue. Elle se tenait au bord du quadrant sud, l'ourlet lourd de sa cape de laine couvert de terre brune. Le vent mordant fouettait ses cheveux autour de son visage. À côté d'elle, Henderson était accroupi dans la terre. Il enfonçait ses doigts nus dans le sol. Il en retira une poignée, laissant la terre sombre et limoneuse s'effriter entre ses paumes. Elle était humide, mais pas gorgée d'eau. « Les tranchées ont tenu, votre grâce », grogna l'intendant en la regardant. Il n'y avait plus d'hésitation dans sa voix, plus de ressentiment. Seulement le respect absolu et réticent d'un homme du Yorkshire à qui on avait prouvé qu'il avait tort et qui avait le bon sens de l'admettre. L'eau s'écoule directement dans le ruisseau en contrebas. Le trèfle prend racine. Bien. Béatrice nota les pousses vertes qui sortaient de la terre. Gardez les moutons à l'écart pendant encore 3 semaines. Laissez les systèmes racinaires s'établir. Nous les mettrons au pâturage d'ici mai. Oui, duchesse. Béatrice se retourna vers les chevaux. Arthur attendait près de sa robuste jument alezane. Il la regarda approcher, tenant les rênes. Ses yeux pâles suivaient la façon confiante et assurée dont elle se déplaçait sur le terrain accidenté. C'était une femme complètement différente du fantôme effrayé qui s'était tenu dans l'ombre de l'église Saint-Georges. Sa peau avait pris le soleil. Les creux de ses joues s'étaient remplis. Elle sentait la pluie, la laine et le savon à la lavande que Madame Hessing fabriquait dans les cuisines. Arthur lui offrit une main. Elle la prit, le laissant la hisser en selle. Sa main s'attarda sur sa cuisse une fraction de seconde. Un poids silencieux et possessif qui envoya une décharge de chaleur familière directement au plus profond d'elle. Ils retournèrent au manoir, dans un silence complice. Le paysage rude n'était plus une prison pour Béatrice. C'était un empire qu'il reconstruisait pierre par pierre. Plus tard ce soir-là, le bureau du domaine était chaud, le feu rugissant dans l'âtre. Ils travaillaient sur les registres mensuels, une routine confortable qui était devenue l'épine dorsale de leur mariage. Arthur rompit le silence. Il jeta une lettre sur la table de dessin. Elle portait le sceau d'un avocat londonien. Béatrice la regarda, sa plume en suspens. « D'autres nouvelles du Sud ?»« Un rapport final, » dit Arthur en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Les créanciers de votre père ont forcé la vente de la maison de ville le mois dernier. La dot qu'il avait promise à Charlotte pour le marquis de St. James s'est évaporée. Les fiançailles ont été rompues. » Béatrice posa sa plume avec soin. L'encre ne gicla pas. « Où sont-ils ?»« Un cottage loué à Bath. Un très petit, m'a-t-on dit. Charlotte a été mariée à la hâte à un vicaire local il y a 2 semaines. Un homme de 30 ans son aîné, qui exigerait une épouse calme et pieuse. » Béatrice fixa le feu. 1 an plus tôt, l'idée de Charlotte vivant dans un cottage humide avec un vicaire vieillissant aurait semblé une impossibilité. L'enfant chéri destiné à une couronne, réduite à gérer les œuvres de charité de la paroisse. Elle attendit la vague de triomphe vengeur. Elle ne vint pas. Au lieu de cela,
Elle ressentit une profonde et lourde indifférence. Les Highsmith étaient des étrangers. Ils appartenaient à une vie passée qui s'était entièrement consumée. Il semble que nous ayons tous les deux obtenu les mariages pour lesquels nous avions négocié, dit doucement Béatrice. Arthur se leva. Il contourna l'immense bureau en acajou et s'arrêta à côté de sa chaise. Il tendit la main et prit sa main gauche. L'énorme chevalière en or qu'il avait enfoncée à son doigt à l'autel pendait toujours lâchement. Elle n'était maintenue que par un enroulement de fil épais que Béatrice avait noué autour de l'anneau. Il sortit une petite boîte de velours usée de la poche de son gilet. « Enlève-la », ordonna doucement Arthur. Béatrice fronça les sourcils, une soudaine pointe de panique lui serrant la poitrine. « Arthur, non, c'est le blason des Westmond. C'est ma preuve. Tu n'as pas besoin de preuves. » Il défit doucement le fil, faisant glisser la lourde bague de son articulation. Il la posa sur le bureau. Il ouvrit ensuite la boîte de velours. À l'intérieur reposait une nouvelle bague. Elle était en or, lourde et sans ornement, forgée spécialement pour s'adapter à une main de femme. Mais elle ne portait pas le loup de Westmorland. Elle portait une rose des vents profondément gravée, l'étoile de navigation entourée d'une couronne de trèfle. Arthur la glissa à son annulaire. Elle lui allait parfaitement. Le métal était frais, solide et indéniablement permanent. « J'ai apporté le sceau du domaine au forgeron de York, » dit Arthur, sa voix un grondement bas et rauque. Il garda sa main, son pouce caressant le métal gravé. « Le loup représente mes ancêtres. Ils ont construit cet endroit, mais ils l'ont laissé pourrir. Vous l'avez sauvé. Vous avez navigué dans la dette. Vous avez cartographié la terre. Vous avez réparé le sol. » Il s'agenouilla, amenant son visage au niveau du sien. La dévotion pure et écrasante dans ses yeux pâles lui coupa le souffle. C'était un homme qui ne s'inclinait devant absolument personne. Il était à genoux sur le plancher d'un bureau en désordre, entouré de registres et de taches d'encre. « Je n'ai pas seulement épousé une duchesse, » dit Arthur en déposant un baiser sur les articulations de sa main baguée. « J'ai épousé mon vrai Nord. Vous êtes la seule boussole dont j'aurai jamais besoin, Béatrice. » Béatrice se pencha en avant, emmêlant ses doigts tachés d'encre dans ses cheveux sombres, l'attirant dans un baiser profond et désespéré. Les registres pouvaient attendre. La récolte pouvait attendre. Elle avait passé 24 ans invisible. Mais ici, dans le Nord rude et magnifique, elle était enfin indéniablement vue. Parfois, la plus grande vengeance n'est pas un grand plan. C'est simplement de vivre une vie brillante et sans complexe, pendant que les gens qui vous ont sous-estimé regardent depuis la touche. Béatrice n'a pas seulement survécu à la trahison de sa famille. Elle a bâti un empire avec un homme qui a vraiment vu sa valeur. Si vous avez aimé cette histoire profondément ancrée d'amour mérité et de karma froid et dur, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aime les héroïnes compétentes et intelligentes. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires d'amour originales de l'époque Régence. Dites-nous dans les commentaires quel a été votre moment préféré de la vengeance de Béatrice.